Bonjour Sophie, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre séminaire. Bonjour, enchantée, le plaisir est pour moi. Oui, oui, pour notre toute dernière séance en fait de cette année, en tout cas. Donc, je laisserai le soin à Samuel aujourd'hui de présenter Sophie. Oui, ok, merci. Sophie GL est une collègue de l'Université Paris 8. J'ai un doute sur maître de conférence ou professeur. Pour tout te dire, Samuel, je suis en train de devenir professeur très, C'est très, bien ce qui très me bientôt. semblait. Voilà. Donc, en transition, Absolument pas Si français. on peut dire, si on peut dire. Ouais. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton domaine, c'est les sciences de l'information et de la communication. Donc, dans le laboratoire SEMTI, qui est un des laboratoires un peu cousins de Paragraphe à Paris 8. Voilà, donc on travaille avec Sophie déjà depuis quelques années, notamment autour du projet Polémica et notamment des relations qu'elle a pu entretenir avec Aurélie sur un certain nombre de choses autour des adolescents et des écrans, de la formation à l'esprit critique. Euh, Aujourd'hui, Sophie va nous présenter un texte qui a été publié dans une revue dont on s'est occupé avec Aurélie, qui s'appelle Attic, et donc qui va traiter de comment est-ce que les étudiants peuvent développer l'esprit critique à travers une analyse d'un documentaire que vous connaissez peut-être, qui est, j'ai zappé le nom, mais qui est le documentaire qui a rassemblé un certain nombre de cadres des GAFAM et qui montre à quel point ces sociétés créent les conditions pour, on va dire, la mise en place de bugs plutôt que de véritables informations pertinentes. C'est ma lecture rapide. Sophie, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à rajouter ce qui est nécessaire. Très content de t'avoir avec nous et je suis certain que ta présentation va alimenter les débats de façon très riche. Donc voilà, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre invitation. Et c'est un plaisir de discuter effectivement autour de ce documentaire, enfin docudrama, parfois j'ai tendance à l'appeler docu-fiction, docudrama, qui s'intitule The Social Dilemma en anglais et Derrière nos écrans de fumée en français. Voilà, donc si vous voulez, en fait, tout l'enjeu, c'est vraiment autour de la question de l'esprit critique et de comment est-ce qu'on peut favoriser l'esprit critique et la critique aussi de l'écosystème numérique. Et en quoi, voilà, et la question des modalités, en quoi un documentaire qui veut faire une critique féroce des GAFAM peut ou non s'avérer euh, porteur enfin, d'une dimension éducative. Moi, le documentaire donc m'avait frappé, c'est pour ça que je suis. Vous m'entendez bien? Vous me dites s'il y a des soucis. Ce documentaire m'avait bien sûr beaucoup intéressée, notamment parce qu'un certain nombre d'intervenants, d'experts qui vont intervenir dans ce documentaire, j'en avais lu les ouvrages avant et donc je partageais un certain nombre de leurs conclusions. Et ce qui m'a chiffonné, si je puis dire, de façon peu scientifique, ce qui m'a un petit peu chiffonné, alerté et donné envie de travailler sur ce documentaire, c'est qu'il aboutissait à des formules qui étaient tellement simplistes que ça finit par se retourner, à mon avis, tout à fait contre l'objectif, on va dire, éducatif, qui est revendiqué par le documentaire. Et j'ai entendu encore tout récemment
l'assistant d'un sénateur qui s'appuyait sur ce documentaire pour dire « Ah oui, c'est vrai, c'est grave, etc. » Donc, ce documentaire est intéressant aussi pour la diffusion qu'il a pu avoir. Alors, en fait, j'ai travaillé à propos de ce documentaire, un peu comme je le fais pour d'autres recherches dans d'autres contextes, en essayant d'articuler ce que l'on peut savoir de la socio-économie des plateformes, du fonctionnement des plateformes, des idéologies qui sont embarquées dans ces dispositifs, parce que ce n'est pas seulement des dispositifs sociotechniques, bien sûr, ce sont des entreprises commerciales qui ont leurs objectifs. Et puis, comment on peut l'articuler avec la réception, la question de la réception, à la fois la réception des contenus des dispositifs numériques, en l'occurrence la réception d'un document, d'un docudrama diffusé sur Netflix exclusivement. Et puis donc articuler cela par des enquêtes sociologiques, par entretien souvent, et par analyse de contenu, ce que j'ai fait pour cette recherche. Donc, voilà, la question, la problématique simple que j'ai souhaité me poser, c'est est-ce que ce documentaire ultra critique, si je puis dire, peut nourrir l'esprit critique, et est-ce qu'il peut permettre de diffuser une forme d'esprit critique ou pas? Et est-ce que le fait qu'il soit critique suffit à alimenter l'esprit critique? Donc, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé la manière dont le docudrama critique donc le fonctionnement des GAFAM, et puis ensuite, j'ai pu faire une analyse de réception qui, je le reconnais, est un peu embryonnaire, que je pourrais poursuivre peut-être avec d'autres documents plus courts aussi, documents visuels, mais qui nous donnent déjà une première... des premiers éléments assez intéressants, parce que c'est à la fois des jeunes de lycée, j'ai fait travailler aussi des jeunes de licence, excusez-moi, je ne sais plus, c'était 2 ou 3, je crois que c'était licence 2, et les résultats étaient relativement concordants. Donc, ça pose la question, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle esprit critique. Alors, moi, l'esprit critique, je le vois comme une forme de développement de l'autonomie, de l'autonomisation, la capacité des individus, des sujets, quel que soit leur âge, en fait, à la fois pouvoir développer une capacité de réflexivité sur eux-mêmes, capacité de réflexivité sur les outils numériques qu'ils utilisent, et en même temps avec ce que je peux emprunter à Nussbaum de sens de sa propre vulnérabilité. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur les grandes lignes de mon analyse du docudrama, puis venir sur la nature de l'émancipation qui peut être favorisée par le visionnage du docudrama et son visionnage en contexte éducatif. Alors, c'est un docudrama qui est très militant en réalité, et qui souhaite dénoncer les manipulations des GAFA pour éveiller les usagers. Donc, il y a cette dimension un petit peu presque évangélique ou d'évangélisation qui me semble au cœur du docudrama. Et c'est vraiment quand je me suis, donc pour l'article que j'avais promis à Samuel et Aurélie, donc je me suis mise à travailler de très près le contenu du docudrama, scène par scène, que j'en ai compris, en fait, il me semble que j'en ai compris les objectifs réels et je dirais même les auteurs. Alors, ce qui m'est apparu, c'est que ce docudrama revendique une intention éducative, mais qu'en même temps, il est façonné dans un discours très militant
qui me semble lui-même tomber sous le coup de la critique qu'il fait, hein, qu'il adresse aux GAFAM, et notamment parce que son discours ressemble, enfin, s'approche de la propagande. Propagande, donc c'est un terme un peu fort, hein. J'ai bien le sentiment que c'est un petit peu délicat ce que je suis en train de faire, puisque c'est un docudrama, une intention, on va dire même stratégique, avec laquelle on peut être en phase, hein. C'est-à-dire que moi-même, j'ai même pu écrire que, notamment dans le petit ouvrage là, que je viens de faire paraître aux presses de l'INA, hein, qu'il y avait une dimension totalitaire dans le fonctionnement des GAFA. Pour autant, je trouve que la manière dont les choses sont présentées dans ce docudrama pose problème d'un point de vue éducatif. Et donc qu'il y a une dimension de propagande, hein, c'est-à-dire une volonté d'influencer l'opinion. Alors ça pourrait être une définition du militantisme aussi, mais là où ça pose problème, hein, par rapport à l'éducation, c'est cette notion d'information partiale, hein, ou partielle, et tellement partielle qu'elle est partielle. L'une des interrogations que j'ai eues, c'est parce que nous nous interrogeons tous, hein, des deux côtés, enfin, quand on est chercheur en info, dans les sciences de l'information et de la communication, on s'interroge forcément tous sur la nature du pouvoir que prennent ces grandes entreprises multinationales. Nous, en Europe, on les appelle les entreprises systémiques. Et de leur poids politique, éventuellement, leur manière d'influencer les comportements électoraux. Et ce qui est un peu troublant, ou en tout cas, qui peut alimenter une question de recherche, c'est dans quelle mesure ces critiques féroces des GAFA ne viennent-elles pas réanimer une représentation des médias que l'on croyait complètement déconsidérée sur le plan scientifique, hein, à savoir qu'il suffirait de la propagande. Alors, j'avoue que ce que nous vivons en ce moment, c'est-à-dire la guerre en Europe, enfin c'est quand même un enjeu mondial, la guerre en Ukraine, la propagande russe nous replonge dans ces questions de savoir quelles sont les limites de la propagande et dans quelle mesure les populations ou certaines populations peuvent être complètement l'objet de manipulation. Mais ce que nous savons quand même par toutes les recherches qui ont pu être menées depuis, on va dire, 70 ans, c'est quand même que la réalité de la relation avec les médias est beaucoup plus complexe. Alors, oui, excusez-moi, oui. Oui, je ne sais pas pourquoi je mets ça là. Excusez-moi un instant, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur dans ma petite présentation, mais tant pis. Bon, oui, non, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, la première chose aussi qui m'a frappée, c'était à quel point la réception, particulièrement en Europe et en France, avait été positive de la part de la plupart des grands médias qui s'intéressent à l'actualité des médias, c'est-à-dire les Inrock, Télérama, Le Monde, etc. Et ça peut avoir à voir, non pas avec la scientificité ou le caractère sérieux de ce docudrama, mais peut-être plus avec d'abord des inquiétudes légitimes, hein, vis-à-vis de l'influence de ces entreprises, mais aussi peut-être avec une petite dimension anti-américaine, je ne sais pas. En tout cas, quand on se penche donc sur la promotion qui a été faite de ce docudrama, le site qui accompagne, hein, le docudrama, qui est un site géré par le Center for Human Technology de Tristan Harris, on se rend compte qu'il y a une forme de partenariat. Alors, je n'ai pas les chiffres financiers, hein, de ce partenariat. Je ne sais pas à quel moment il s'est construit, mais très certainement bien avant la diffusion sur Netflix. Il y a un partenariat entre les auteurs de The Social Dilemma
et Netflix, au point que Netflix détient les droits de diffusion de ce docudrama. Il est impossible, ça pose des questions éducatives aussi, hein, c'est-à-dire que dans un premier temps, pour cette recherche-là, j'ai proposé une diffusion à tous les jeunes qui sont intervenus ensuite dans les focus group, etc., ont pu regarder le docudrama, mais donc nous l'avons fait avec nos propres abonnements en fait, mais si on voulait en faire un document vraiment éducatif, c'est très très compliqué parce que Netflix n'accorde cette autorisation qu'une fois par an ou par semestre aux enseignants, et sinon ça revient quand même à faire de la publicité pour Netflix au-delà d'une publicité pour The Social Dilemma. Le Center, sur son site, le Center for Human Technology déclare avoir réussi à atteindre 100 millions de spectateurs. Donc, ces 100 millions de spectateurs pour le docudrama sont quand même en même temps 100 millions de spectateurs pour Netflix, qui peut-être n'étaient pas tous déjà abonnés à cette plateforme. En regardant de très près, encore une fois, scène par scène, séquence par séquence, le docudrama, on se rend compte que Tristan Harris, en fait, même s'il n'apparaît pas comme auteur du film, hein, c'est Orlovsky qui en est l'auteur, comme réalisateur, on va dire, Tristan Harris m'apparaît très clairement comme un des co-auteurs du film. C'est l'expert le plus présent à l'écran. Il intervient 50 fois sur les... Moi, j'ai découpé le film en 144 séquences. Il intervient donc 50 fois sur 50 séquences. Ça représente 35% des témoignages, 3 fois plus que le deuxième expert qui apparaît lui-même le plus souvent. Il est donc le principal personnage du film, si on est sur la partie drama, ou le principal expert du film. Il défend une cause politique à laquelle on peut adhérer, hein, je veux dire, qui est effectivement importante depuis Cambridge Analytica au moins, c'est-à-dire que fait le Congrès américain? Est-ce que le Congrès américain veut enfin se décider à réguler ses entreprises, à tenir compte de leur taille qui porte atteinte au pluralisme, à la concurrence, etc. Donc, voilà, ce sont des objectifs qui sont tout à fait légitimes. La question qu'on se pose ici, que je me suis posée ici, c'est est-ce que pour autant ce docudrama a une dimension éducative? Ce qui m'a frappée, voilà, donc c'est un document. Quand on va sur le site du film, hein, voilà, on a des incitations très claires à faire la promotion donc, du film, c'est-à-dire de Netflix. Hein, il n'y a pas de... Voilà, share the dilemma, voilà. Ensuite, voilà, diffuse. Et à côté de la diffusion Netflix, il y a aussi l'organisation, il faut être juste, hein, il y a aussi toute une organisation de débats, etc., à partir du docudrama, mais de débats qui vont être organisés dans des contextes éducatifs ou citoyens, hein, et qui sont intéressants. Voilà là où j'ai trouvé cette remarque assez intéressante, hein, c'est-à-dire certains se sont posés la question sur le fait que ce n'était pas vraiment un docudrama voilà, une réflexion sur la nature des GAFA, mais plutôt un exercice de relations publiques. Alors, comment est-ce que le docudrama fonctionne? Il repose sur une présentation des risques, comme si ces risques ne pouvaient être dénoncés que sous la forme d'une révélation, hein, de secrets cachés. Alors, pour une part, c'est vrai, hein, que le problème majeur d'un point de vue citoyen que nous avons à l'égard de ces entreprises, c'est bien qu'elles sont secrètes, opaques et qu'elles diffusent du secret, mais il n'empêche que la manière dont ça va être fait dans le documentaire
peut poser problème, ne serait-ce que par le ton qui va être donné, c'est-à-dire le ton de la dénonciation. Alors moi, je me suis plutôt appuyée sur la topique de la dénonciation chez Boltanski, hein, qui suppose à la fois des émotions, notamment de colère, et en même temps la désignation d'un coupable. Et pour faire simple, le coupable, il ne va y en avoir qu'un, et je ne dis pas qu'il n'ait pas des raisons d'être mis en cause, mais est-ce qu'il doit être à ce point-là unique? C'est quand même une question. Et puis ensuite, le ton, hein, qui va être donné. Hein, voilà, jamais dans l'histoire 50 personnes n'avaient eu autant d'impact sur la vie de 2 milliards d'humains. Et puis, la dénonciation, elle va se faire sous la forme de techniques, enfin d'une représentation ou d'une illustration qui pose quand même problème à 2 titres. Hein. D'une part, parce qu'elle est extrêmement simplificatrice, hein, elle suppose tous les biais possibles et imaginables supprimés. Donc, on a donc quelques personnes qui sont... Enfin, pour moi, c'est une représentation vraiment complotiste, en fait. Hein. Et donc, je m'interroge sur la diffusion de ce genre de représentation dans un docudrama qui se veut éducatif. Voilà, les algorithmes voilà, donnent aux personnes des pensées non volontaires, comme si tous les jours, dans la publicité qui nous entoure, nous n'avions pas affaire déjà depuis peut-être plus d'un siècle hein, à des personnes qui cherchent à nous donner aussi des pensées involontaires, nous faire acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, etc. Voilà. Alors, l'autre chose qui est très puissante hein, dans ce documentaire, sur le plan de l'efficacité, dans la captation de l'attention, hein, c'est la rhétorique de l'enquête. Hein, et Boltanski avait repéré que la rhétorique de l'enquête facilite le passage de l'indignation, mon Dieu, ils ont trop de pouvoir, à l'accusation. Alors, quand on voit la brochette, si vous me permettez, d'experts qui ont été convoqués pour valider en fait hein, le documentaire, c'est évidemment extrêmement impressionnant. Mais quand on regarde de très très près, j'ai été quand même assez fascinée par le montage réalisé entre les différentes séquences de personnes qui sont... pour moi, des personnes, enfin certaines vraiment très très intéressantes et très sérieuse, mais quand on voit le montage qui est effectué, qui fait par exemple que Shoshana Zuboff peut commencer une phrase et ensuite c'est Tristan Harris qui va la poursuivre, ou bien Tim Kendall, Tristan Harris commence une phrase, Tim Kendall la termine. Je trouve que le montage produit une représentation de la science qui pose problème aussi, c'est-à-dire ça devient une espèce de discours homogène, de magma homogène autour de la dénonciation des GAFA sans distinction, sans conflictualisation entre les différents auteurs, et sans aucune contextualisation historique non plus. Et donc, c'est assez fascinant. Et ce qui fait le lien entre tous ces auteurs, tous ces experts, c'est le ton de prédicateur de Harris. Il faut que tout le monde sache, hein, quelqu'un doit parler. Il faut se demander si c'est normal ou si on est tous victimes d'un sort. Donc, cette notion de magie... donc, comme si la magie donc, de J.B. Fogg allait jusqu'à empêcher hein, la révélation. Voilà. Sachant que ce qui va être révélé, c'est des choses que ces experts ont fait, auxquelles ils ont participé, pour une part, pas tous, justement. C'est aussi ça, cette indistinction entre ceux qui ont vraiment contribué hein, à cette économie publicitaire intrusive, et ceux qui analysent ou qui conseillent les politiques pour en sortir. L'autre spécificité, singularité de ce docudrama, c'est justement l'hybridation entre fiction, document, fiction et style documentaire. Donc ça, c'est une chose que qui m'intéresse bien, mais le tout dans un style pamphlétaire.
Le document est composé, enfin le film est composé de 3 voire 4 arches. Une arche informationnelle qui est découpée et qui apparaît à différents moments. Cette arche informationnelle puise dans les actualités et donc ancre le propos dénonciateur dans une réalité. Donc ça a un effet de réel. Il y a une arche de type magazine, un peu genre complément d'enquête, pour ceux qui connaissent, donc avec un fauteuil, enfin avec des experts assis dans un fauteuil qui viennent prononcer un certain nombre de phrases issues de leurs recherches ou de leurs témoignages, et puis une arche fictionnelle qui illustre la vie d'une famille type composée de 2 parents et de leurs 3 enfants, et centrée autour du problème de l'envahissement par les smartphones et de la difficulté d'exercer une médiation parentale. Alors, me pose aussi question, ces représentations. C'est vrai que moi, c'est une chose sur laquelle je travaille, par exemple, avec des étudiants et des photographes, sur comment est-ce qu'on représente le numérique. Je trouve que c'est important. Mais voilà la représentation que nous propose donc le document, le docudrama. C'est derrière les algorithmes, en fait, c'est des personnes qui se ressemblent. Alors ça, on peut dire, ça a un certain degré de vérité, mais voilà, l'algorithme est très, très anthropomorphisé, et les sujets, les utilisateurs, les usagers sont réduits, eux, au stade de spectre, en fait, à travers ce genre d'image. Sur le plan du fond, le plan idéologique ou le plan l'analyse qui est proposée par le docudrama, on est sur un choix théorique qui est assez cohérent, surtout cohérent avec le parcours de Tristan Harris et de certains experts qui ont été recrutés ou qui sont intervenus, qui ont créé eux-mêmes des outils de captologie. C'est le comportementalisme, c'est la psychologie persuasive, c'est aussi un terme qui n'apparaît pas dans le docudrama, c'est la gamification. Et donc, voilà, et par rapport à cela, on a en tant que chercheur en sciences de l'information et de la communication, on a quelques critiques à faire, comme le dit l'auteur de cet article dans The Verge. Il y a des choses que le document n'a pas compris, enfin que les auteurs du docudrama n'ont pas compris dans le fonctionnement des réseaux sociaux. Jamais n'apparaît la notion donc de web affectif, en tout cas quelque chose qui ressemble à cela, c'est-à-dire l'idée qu'on a des industries capitalistes qui, dans le prolongement du fonctionnement des industries culturelles et des médias commerciaux, donc publicitaires, cherchent à affecter les internautes ou les usagers pour qu'ils puissent favoriser la circulation des informations, la circulation des messages et répondre à l'injonction à la publication qu'on connaît bien avec Serge Prou, etc. Voilà, donc il y a le travail des notifications est bien expliqué, mais il n'est pas rattaché à la logique économique, comme s'il s'agissait d'une pure opération de manipulation mentale. Et rien n'est dit non plus de ce qui se passe au niveau des usagers. Je crois que c'est ce qui est le plus troublant, en fait, pour les jeunes. C'est-à-dire, rien n'est dit de ce qui se passe en réalité à la réception. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pu observer dans la plupart de mes recherches auprès des adolescents, c'est toutes les petites questions qu'ils se posent sur est-ce que je dois répondre, est-ce que je ne dois pas répondre. Là, la représentation de l'usager qui est faite dans le docudrama, c'est vraiment la marionnette qui, dès qu'on lui propose un contenu plus sectaire l'un que l'autre, elle va foncer droit, y croire, etc. Mais la réalité sociale, et je pense que la réalité psychologique, c'est pareil, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus nuancé. J'irai plus vite hein, sur la partie réception. Alors, est-ce que les lycéens peuvent-ils être émancipés grâce au visionnage du docudrama? Bon, vous comprenez bien que je ne vais pas aller énormément dans ce sens-là, mais c'était tout à fait intéressant de voir comment donc pardon, attendez. Voilà, comment les lycéens ont réagi. Donc, je vous dis, j'ai fait aussi l'expérience avec des étudiants en licence 2 et leur niveau d'autonomie, hein, leur capacité à prendre de la distance par rapport au docudrama était relativement faible aussi. Donc, j'ai mené un dispositif un peu particulier d'enquête en qualitative, en cascade, au sens où j'ai commencé à travailler avec des étudiants de licence, que j'ai pu amener certains étudiants de licence qui faisaient aussi leur mémoire dessus à aller intervenir dans une classe de seconde et dans une classe de terminale. Et nous avons pu à la fois organiser des petits entretiens focus group, mais aussi mener un dispositif pédagogique à travers l'organisation de débats, aussi bien en seconde qu'en classe de terminale. Alors, je pense que c'est un peu lié à la période de crise sanitaire aussi. On avait des confinements plus ou moins épisodiques. Parce que le lycée dans lequel je suis allée est un lycée mixte, socialement mixte, et là, on avait plutôt des jeunes de milieux favorisés, je dois le dire. Alors, quel type d'adhésion? Donc, moi, la grille que j'utilise pour l'analyse de réception, c'est en gros, hein, je vais simplifier, j'ai 4 catégories, mais notamment la notion d'adhésion et la notion d'autonomie. Voilà. Et puis, il y a d'autres modalités de réception qui sont l'évitement et l'indifférence sur laquelle je ne m'appuierai pas aujourd'hui. Voilà. Donc, quelle adhésion face à un contenu qui est critique. Et donc, quelle critique face à un contenu critique? L'adhésion que j'ai pu constater, hein, très forte, à la posture dénonciatrice, hein, donc à la dénonciation des GAFAM, est-ce qu'elle repose sur une forme d'autonomie réflexive, hein, ou au contraire sur une forme d'adhésion croyance, c'est-à-dire puisque je le vois, je le crois, qui est une des... Voilà, j'ai pu distinguer dans d'autres travaux 5 formes d'adhésion. Et l'adhésion croyance, c'est une sorte d'adhésion spontanée. Bon, on voit des images d'actualité, on voit des experts, bon, donc ça a l'air hyper sérieux, donc c'est hyper grave. Et effectivement, donc on a une adhésion massive au message explicite, hein, mais qui en même temps, parfois j'ai parlé aussi d'adhésion dissociation au sens où quand on est en face du documentaire, on y croit, et puis dès que c'est fini, bon, on pense à autre chose, ça va pas en fait entraîner beaucoup d'actions. Voilà, adhésion croyance, c'est-à-dire les jeunes disent bah oui, effectivement, il y a plein d'effets nocifs. Puis ils en ont entendu aussi parler par leurs parents du fait qu'ils étaient trop sur leur smartphone et qu'il fallait réduire un peu. Et donc, il y a une adhésion au message. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent des choses néanmoins, hein. Ils disent, voilà, ils ont compris l'influence des algorithmes. Par exemple, Camille a compris que, donc en terminale, avec une dimension un peu sciences économiques et sociales, ils ne proposent pas la même chose aux gens. Donc, c'est la personnalisation par fil de recommandation. Enfin, elle ne sait pas le dire avec ces termes-là, hein, mais voilà, quand on cherche quelque chose, ils proposent tout le temps le même contenu. Si on est de gauche, on va avoir du contenu de gauche, etc. Lucien a compris l'intention du design des interfaces, hein, on a compris que tout était prévu, la couleur de l'icône, c'est pour rendre plus accro, le bruit des messages, etc. Mais à la limite, quand ils accrochent tellement que je ne sais pas jusqu'où ça va. Par exemple, sur l'algorithme, Lucien, donc c'est c'est le même Lucien qui disait cela et qui avait donc bien compris ça, il dit c'est tellement puissant. Ça m'a troublé énormément, quoi, qu'ils nous ciblent et savent ce qu'on va penser avant même d'y penser. Donc là, je me dis, c'est grave parce qu'on est là dans un retournement, c'est-à-dire qu'au nom de la critique, en fait, on prive ces jeunes même de penser l'espace d'autonomie mentale, enfin, je veux dire. Et donc là, on est aussi sur de
comment dire, enfin en tout cas, ça pose problème. La représentation fictionnelle aussi, hein. Donc Maya, dis-moi ce que ça m'a appris, c'est que ce soit des humains qui soient derrière toutes les publications. Donc si elle a compris que c'était vraiment des humains qui ciblaient individuellement Maya ou Lucien, là aussi, c'est plutôt aller renforcer en fait l'aliénation mentale à ces entreprises. Ce qui a beaucoup compté, c'est le poids des cautions expertes, hein. Donc moi, je suis impressionnée parce que rien que de l'avoir vu une fois, il y a des jeunes qui se souvenaient, hein, du nom de Tristan Harris, Jaron Lanier et Shoshana Zuboff. Voilà. Et puis, ils sont très impressionnés aussi par le fait que si ceux-là même qui ont été directeurs de ces grandes entreprises sont eux-mêmes incapables dans leur cuisine de couper leur smartphone, c'est que comment eux, ces pauvres adolescents, vont pouvoir y arriver. Donc ça les a un petit peu scotchés. Mais le registre de la peur et de l'excès, hein, du documentaire se retourne aussi contre le message. Et à la fois, donc, il y a des jeunes qui m'ont dit, moi, j'ai pas pu regarder le docudrama, ça me fait trop peur. Mais il y en a pour qui c'est tellement exagéré que ça va créer une distanciation, hein, vis-à-vis du message. C'est peut-être réellement important, donc ça c'est l'une qui dit ça, mais l'autre dit il y a des scènes trop clichés, hein, quand il passe à table, que la petite fille va jusqu'à casser la safe box dans laquelle sa mère a placé le smartphone pour le récupérer. Ils disent il ne faut pas exagérer, tu peux passer une demi-heure à manger avec tes parents, c'est faisable, il ne faut pas exagérer. Et ceux qui ne disent pas, mais qui on peut penser implicite, hein, ou sous-jacent, c'est que c'est la représentation de la bêtise, quelque part, des adolescents qui leur est quand même un peu insupportable, hein. Et voilà. Et donc la caricature. Alors, ce qui, en revanche, a pu fonctionner, c'est un peu toujours pareil, c'est le fait de prendre le temps. Donc, c'est un peu, le docudrama peut être un peu un alibi. Et après tout, peut-être qu'il suffit de regarder peut-être le teasing, hein, ou la bande-annonce du docudrama pour travailler dessus. Ce qui est utile, c'est de pouvoir en parler avec eux après, de les mettre. Alors, on a... voilà, donc quand on commence à faire aussi bien des focus group que des débats en classe, il y a par exemple plusieurs remarques qui nous ont été faites sur le fait que quand même c'est incroyable que le docudrama ne parle pas de Netflix, parce que l'infinite scroll, la gamification, la manière de la captologie, Netflix a l'air d'avoir très très bien compris ces techniques-là. Et donc, on a eu presque dans chaque groupe quelqu'un qui au moins disait ça. Moi, je trouvais ça paradoxal. Alors, soit ça leur vient quand ils regardent, soit quand ils en parlent, finalement, ils se disent, mais et Netflix dans tout ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pu organiser comme dispositif éducatif hors ligne? On a organisé un visionnage en dehors des cours du docudrama. Je vous dis que maintenant, peut-être que je regretterai que je travaillerai juste sur la bande-annonce, en fait. Ensuite, on a fait des focus group avec quelques-uns, donc avec 3-4 camarades, si vous voulez, par focus group, hein. Et on en a fait une dizaine. Et puis, on a organisé des débats. Et ces débats, on les obligeait un peu à penser contre le documentaire, c'est-à-dire leur dire il faut qu'il y en ait qui montrent les atouts de ce docudrama, ce qu'il vous apporte, et puis il faut qu'il y en ait qui prennent une posture contraire. On était un peu obligés d'assumer une posture un peu critique. Je crois que c'est souvent, ça peut être éducatif, c'est-à-dire, et donc on avait un début de débat intéressant. Et puis ensuite, on leur a apporté quelques compléments, c'est-à-dire si on considère que dans un contexte pédagogique, on ne veut pas que seul le message de Tristan Harris et Orslowski
passe, eh bien, on a complété ça un peu en leur donnant quelques clés de lecture de ce qui se passe sur les plateformes numériques et de la différence entre les intentions des producteurs ou des concepteurs des plateformes et puis ce qui se passe au niveau de la réception pour les aider un peu aussi à penser leurs propres pratiques. Voilà, je m'arrêterai là. Alors, un grand merci pour cette très, très, très intéressante communication que vous venez de nous faire. Alors, on va faire un petit peu comme on fait toujours au séminaire. Donc, j'invite les gens à répliquer. Cette fois-ci, nous n'avons qu'une seule invitée. Alors, on pourra prendre tout le temps nécessaire pour commenter. Et je peux vous dire, Sophie, que vous faites écho à beaucoup des chercheurs qui sont ici présents par votre conférence, je pense. Beaucoup cette idée j'ai presque envie de dire, de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire la critique de la critique, toute la question justement du retournement, et on est là-dedans présentement, très fortement. Hein. Alors, je vais passer la parole donc d'abord à Fabien, ensuite Christian qui va intervenir et Jean-Marc. Oui, merci Sophie pour votre présentation très stimulante. Alors moi, c'est pas vraiment, j'en profite parce qu'on a un peu de temps, c'est pas forcément une question, c'est plus un commentaire, mais peut-être que vous pourrez réagir dessus. C'est en fait, moi, je donne un cours qui s'intitule Introduction aux théories de la communication médiatique et j'utilise en fait, j'utilise ce documentaire. Évidemment, je ne suis pas allé jusqu'à la rédaction d'articles et de l'organisation de focus group et tout ça, mais j'utilise ce documentaire pour présenter l'une des premières théories de la com, évidemment celle d'Harold Laswell, la théorie de la seringue hypodermique, pour faire une sorte de saut dans le temps, c'est-à-dire regarder justement pourquoi cette théorie a eu du succès à mesure que se développent les médias de masse, la propagande, Édouard Bernays, le behaviorisme de Skinner, tout ça, et pour montrer justement comment finalement la conception qu'on peut avoir de la communication médiatique, c'est-à-dire l'idée d'un public qui est passif, qui reçoit l'information médiatique de manière tout à fait, c'est ça, passive, dominée, etc., verticalité du pouvoir, comment elle se retrouve justement dans ce reportage-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se sert d'autres théories de la com, notamment le modèle codage-décodage de Stuart Hall, pour essayer justement de critiquer la critique. C'est pour ça que je trouvais ça très intéressant. Et ce qui ressort donc Stuart Hall, modèle codage-décodage, une lecture dominante, négociée, oppositionnelle. Et ce qui ressort, c'est un petit peu en fait les mêmes réactions, une lecture négociée, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes qui ont à peu près une vingtaine d'années en moyenne comprennent le message, globalement comprennent le discours, à faire attention effectivement à l'utilisation des médias sociaux numériques, mais rejettent la forme. Effectivement, le fait d'anthropomorphiser les algorithmes, c'est très problématique. Le fait de donner la parole à des experts qui sont pris dans une sorte d'exercice de relations publiques, vous l'avez très bien dit, où en fait finalement ils fabriquent le poison et l'antidote en même temps. C'est très curieux. Vous avez Gabe Zigerman, là, qui n'est pas nommé, mais lui, il a beaucoup travaillé sur la question de la gamification. Maintenant, il fait donc, il a aidé des entreprises à fabriquer des systèmes qui génèrent de l'addiction. Et maintenant, il fait des conférences pour faire la promotion justement d'applications qui poussent à la déconnexion. Donc, c'est vraiment l'antidote et le poison. Bref, et ce qui ressort beaucoup, c'est on comprend le message, mais on est vraiment opposé à l'utilisation de la peur, la parole des experts qui est des fois un peu biaisée justement avec le montage que vous avez très bien expliqué. Enfin voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire, mais je partage votre enthousiasme à l'égard de ce docu-fiction qui permet effectivement de stimuler l'esprit critique en allant approfondir la critique et la réflexivité des étudiants. Voilà. Vous voulez dire en le critiquant. C'est ça. Mais moi, ce qui me fascine quand même, c'est qu'il y a souvent, je trouve qu'il y a un peu le même problème dans la série, peut-être que vous la connaissez, la série Dopamine de Arte. Je trouve que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire nous faire croire que les relations avec les médias, c'est que des histoires d'endorphines, etc. Et de biologiser comme ça la relation, complètement biologisée. C'est une autre manière de court-circuiter les sciences sociales ou voilà, toute la sociologie des médias que je trouve assez désastreuse.
Mais ce qui me fascine quand même, c'est le pouvoir de conviction de ces discours, y compris sur les jeunes, même si la réticence va venir. Enfin, moi, ce que j'ai vu, la réticence, c'était surtout parce qu'il y a une mauvaise représentation des jeunes au final. Donc ça fait un peu repoussoir quand même. Mais je trouve que il y a une capacité de jeunes qui utilisent énormément les réseaux sociaux à rentrer dans cette représentation-là d'eux-mêmes qui est assez terrible. Excusez-moi, Oui, alors merci beaucoup pour le commentaire. Donc, je vais passer la parole à Christian maintenant, Christian Desilets de l'Université Laval, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, merci. Puis merci pour cette présentation très intéressante qui vient rejoindre plein de préoccupations que j'ai. Je vais faire vite, je vais faire un commentaire parce que j'ai un conseil d'administration dans quelques minutes, mais je voulais quand même réagir à ce que j'ai entendu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez lu, votre analyse. Et moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est la rhétorique, bien sûr, qui utilise beaucoup la scandalisation, l'émotion. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que ce qu'il dénonce chez les GAFA, c'est-à-dire notamment l'utilisation, on sait que l'utilisation d'un vocabulaire qui joue sur le scandale et l'émotion augmente la portée de vos publications d'au moins 20%. Et lui-même, Harris utilise ce vocabulaire-là, il est tombé dedans quand il était petit. Et je me suis intéressé à sa cause sociale, vous voyez comment c'est essentiellement cristallisé a priori par un centre pour une technologie plus humaine, mais quand on va voir ce centre-là, c'est intéressant sur le Charity Navigator, il est très bien coté, mais il est coté sur un seul aspect, c'est la transparence financière. Mais il y a d'autres critères par lesquels on évalue les fondations, notamment les retombées, etc. Zéro. Il fournit aucune retombée, même si ça existe depuis de nombreuses années. Alors, en creusant sur l'individu, je me suis aperçu que c'est beaucoup, en fait, c'est pas une cause sociale, c'est un individu. La cause, c'est l'individu. Les gens tombent en amour avec l'individu. Ils suivent l'individu comme on suit un prédicateur. C'est un pur produit de la société américaine, californienne, un golden boy qui a eu je dirais même pas une crise de conscience, là, mais un éveil spirituel. Quand il raconte sa vie, c'est exactement ça. Il est très attaché à sa maman. Il est parti de San Francisco avec sa mère pour vivre en banlieue avec les chevaux, loin de la ville, plus proche de la nature. S'est lancé dans l'informatique, puis un jour, il est allé au Burning Man, là, le grand événement, et là, très éclectique, comme les Californiens, il a pris des cours de comment on fait le contact avec les yeux, avec les gens, comment on fait de la communication vulnérable, et puis il a pris aussi des cours d'arts martiaux russes, complètement éclectique. Il en est revenu complètement transformé, il a eu un énorme buzz, à la suite de quoi il est allé voir son employeur Google, puis il dit il faut être beaucoup plus éthique. Google, il a dit parfait, on va faire un poste d'éthicien, créer ce poste d'éthicien-là. Mais il trouvait qu'il n'était pas assez écouté, d'un côté assez narcissique de l'individu, pas assez écouté. On dit le preacher qui dit bon, je veux changer le monde. Et là, il a quitté Google. Et donc, c'est tout ça, là, tout ce vocabulaire. Souvent, les causes sociales, j'aime bien les causes sociales, je m'intéresse beaucoup à la généalogie des causes sociales. Je vais terminer là-dessus. C'est toujours intéressant d'aller voir comment une cause sociale est née. Greenpeace, par exemple, est né chez des gens qui sont partis de mouvements évangélistes et qui ont repris des techniques évangélistes pour faire de la promotion de leur cause. Puis ici, là, en tout cas, je vais probablement un jour fouiller un peu plus sur Harris pour essayer de savoir un peu plus son historique, mais c'est vraiment de la prédication et c'est ce que les gens achètent, c'est plus le ressenti, les émotions qu'il vend que l'argumentation qui, effectivement, là, vous l'avez montré, est plutôt déficiente. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez réagir, Sophie? Merci beaucoup pour ce commentaire. Et donc, Non, moi je suis très intéressée par ce que vous venez de dire et je me demandais s'il y avait une biographie qui existe sur Tristan Harris ou bien si c'est votre prochain ouvrage. Non, je n'ai pas trouvé de biographie. Il est très silencieux et très discret sur son enfance. Il parle beaucoup plus volontiers là, de son âge adulte, là, mais non, il n'y a rien là-dessus. Mais on trouve toujours des choses sur Internet. Voilà. oui.
Oui. Alors, Christian va juste avant de te donner la parole, Jean-Marc, donc Christian, tu devras partir, je pense, pour 11 heures. Alors, un grand merci de ta présence ce matin. C'est notre dernière séance et puis je suis bien particulièrement heureuse que tu sois là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants autour de la table. Sophie, évidemment, notre invitée, mais Fabien qui travaille aussi sur toutes ces... Et puis, il y a Sylvie Leleu-Merviel aussi qui est avec nous, Michel Labour du laboratoire de Visu aussi. Alors, je pense que ce n'est pas fini, c'est notre dernière séance de l'année, mais c'est vraiment pas le séminaire Arcane. J'ai oublié de vous dire quelque chose, je suis désolé, parce que ça va vous intéresser. Il se présente comme un magicien, hein, Harris. Ah oui. Et quand on creuse, il a pratiqué la magie pour les fêtes quand il était jeune, là, enfant. Il n'a jamais été vraiment magicien, mais il se présente comme magicien, c'est quand même amusant. Ah oui, 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 c'est vraiment... on voit, il y a toutes sortes de liens qui se tissent entre notre sujet d'origine, la magie, et puis ce qui se passe actuellement. C'est assez fascinant de voir ça. Alors, je vais passer la parole à Jean-Marc maintenant. Oui, d'abord, merci beaucoup, Sophie. Oui, je voulais préciser qu'Harris, effectivement, on l'a rencontré dans nos recherches sur la magie. Il ne se présente pas comme un magicien professionnel, mais comme il fait des tours, quoi. C'est quelqu'un qui fait des tours. Je voulais d'abord merci beaucoup, Sophie, pour la présentation qui, je ne sais pas si j'ai la même réaction que les collègues, mais pour moi, elle fait tout à fait contrepoids à la présentation de notre collègue Maud Bonenfant il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne me souviens plus. Et je trouve ça très sain, en fait, très formateur aussi pour le séminaire, d'avoir deux points de vue, je dirais pas opposés, mais en fait qui abordent de façon différente la question des GAFAM. J'aurais une question, Sophie, mais c'est en même temps un commentaire et suivi d'une question. Je ne suis pas un spécialiste du tout là, du monde socio-numérique, mais je me demande si on s'intéresse beaucoup, et ce que nous a dit Maud d'aller dans ce sens-là, en fait, sur les intentions, les stratégies des GAFAM, etc., ce qu'elles font. Là, vous avez utilisé le mot marionnette, je pense, à un moment donné. Le récepteur ou usagère pris un peu comme une marionnette qui a pas d'intelligence, en fait, qui reçoit, qui subit, un peu passif, etc., donc qu'on manipule. Et je me demande, et là vous êtes allé voir ce que ça donne, vous êtes allé faire votre enquête. Alors la question que j'ai, je vais vous dire pourquoi je la pose, c'est que moi je travaille beaucoup en ce moment dans sur l'humour, enfin particulièrement le stand-up. Et je constate qu'il y a beaucoup de textes, hein, sur l'humour, le stand-up, le comique en général. Curieusement, il y a même Bergson a travaillé là-dessus, Freud a travaillé là-dessus, mais il y a un élément qui m'apparaît quand même fondamental dans l'humour, c'est la joie. C'est Frédéric Lenoir qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « Les puissances de la joie », où il explique à quel point la recherche de la joie, c'est un moteur fondamental. Dans toutes les recherches que j'ai faites, les recherches théoriques que j'ai faites sur l'humour, c'est jamais là, alors que c'est probablement ce qui caractérise le spectacle d'humour et la réception du spectacle de l'humour. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il existe, vous avez parlé de web affectif, par exemple, de travail émotionnel, est-ce qu'il existe des recherches sur la dynamique socio-numérique où on s'intéresse vraiment à ce qu'éprouvent les usagers, et en particulier cette dimension qui serait une espèce de bien-être, de joie, etc., là, qui expliquerait pourquoi aussi ça a tant d'impact, quoi. Il y a de plus en plus de recherches effectivement sur le bien-être, hein, c'est parce que c'est aussi une autre manière d'aborder. Je pense que les recherches sur le bien-être, en partie, moi je peux me tromper, hein, mais je les interprète un peu comme une réaction justement face à des discours trop négatifs qui ne peuvent pas être entendus au-delà du show, c'est-à-dire ce que j'ai vu avec les étudiants, enfin, ou les jeunes, c'est-à-dire pendant qu'on le regarde, bon, ben, on est pris, oui, c'est vrai, c'est horrible, on nous manipule, etc. Et puis ensuite, ça ne peut pas avoir d'effet parce que ça remet tellement en cause toute la vie sociale, économique, affective qui passe par les réseaux sociaux,
que c'est juste pas possible de le prendre en charge. Donc, il y a de plus en plus, enfin, c'est moi qui dis donc, hein, mais moi, je vois qu'il y a de plus en plus de recherches, oui, autour du bien-être. Il y a un psychologue qui travaille avec Esther Argitaï là, à Zurich. Ça m'avait frappé. Il s'appelle Moritz Buchy. On l'avait invité en juillet dans une de nos journées d'études. Et il travaille sur la question du bien-être et des inégalités numériques. On a aussi en France Marie-Pierre Fourquet qui travaille aussi sur la question du bien-être et numérique. Mais voilà, parce que je me dis que c'est peut-être plus facile. Puis vous avez remarqué aussi que c'est aussi le discours des... Enfin, je ne sais pas si vous avez un smartphone, mais maintenant, le smartphone, je crois à peu près tous les smartphones vous proposent gratuitement et sans que vous l'ayez demandé, un petit bilan de bien-être numérique. Et donc... toutes les semaines. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais étonnée. Bon, là aussi, quelle usurpation enfin, voilà, de ces mots, hein, quelle terrible captation, encore une fois, de ces mots très importants, hein, comme celle du bien-être, puisque le bilan de bien-être que nous propose le smartphone est simplement l'idée qu'il se fait, enfin, ce qu'il a pu compter des applications qui étaient ouvertes ou pas. Il ne sait absolument rien de ce que je fais sur mon ordinateur, fort heureusement, je ne lui demande pas de le savoir aussi, hein. Mais donc, du coup, voilà, c'est des chiffres qui donnent bonne conscience aux GAFA, aux smartphones, enfin, oui, à Meta, à Android, enfin, Apple, etc. Et qui viennent voilà, utiliser ça, utiliser ce ressort de la recherche, en tout cas, de la recherche du bien-être, qui n'est peut-être pas exactement la même chose que la joie. La joie, c'est plus, ça peut être, surtout si vous travaillez sur l'humour, la joie, c'est plus compliqué. Il y a une face sombre aussi dans le plaisir de l'humour. Voilà. Et donc, ouais. Moi-même, je travaille sur les émotions, enfin, sur ce que... Et j'essaie de faire travailler les étudiants, je leur fais faire des petites enquêtes, y compris en licence, sur la manière dont enfin, les conséquences qu'ils peuvent appréhender du fonctionnement affectif, hein, justement du web affectif, les conséquences qu'ils peuvent appréhender en se focalisant sur une fonctionnalité. Juste pour vous donner un exemple, je les laisse ensuite choisir, donc je leur explique un peu les grands concepts, hein, web participatif, web affectif, etc. Et puis, je les laisse choisir eux-mêmes leur sujet. Et par exemple, ils vont travailler sur une fonctionnalité qui les intrigue ou qu'ils utilisent, etc. Et par exemple, tout récemment, j'ai eu un petit exposé sur la fonctionnalité enregistrement de TikTok. Et en faisant leur enquête, donc il y a eu aussi une dimension un peu réflexive, hein, c'est ce que je cherche, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un usage compulsif, entre guillemets, hein, je parle pas, c'est pas un terme scientifique, mais un usage très excessif qui leur semblait à eux-mêmes très excessif ou très systématique de l'enregistrement sur TikTok, hein, qui est une manière de réagir. Donc TikTok, c'est vraiment une plateforme qui propose des vidéos extrêmement courtes, qui s'enchaînent les unes les autres, etc. La manière de réagir à ce flux, c'est de dire, bon, bah, j'enregistre. Et donc, TikTok propose l'enregistrement qui est une fonctionnalité extrêmement facile d'usage. Mais si on cherche les émotions, bah, elles sont toujours complexes, hein. Et donc, dans un premier temps, ils m'ont dit, bah, on est rassuré parce que, en quelque sorte, c'est moi aussi qui mets en mots, mais dans le flux d'images, bah, on peut s'ancrer sur quelque chose et on peut avoir un peu de stabilité, hein, dans ce flux. Et donc, on va pouvoir retrouver une vidéo qu'on a bien aimée, qui nous a fait rire, par exemple. C'était surtout ça, d'ailleurs, qu'ils enregistraient. Mais en même temps, ils m'ont dit, et ils étaient plusieurs à me le dire, en même temps, ça nous angoisse. C'est-à-dire, en même temps, on ressent l'anxiété de est-ce qu'on va avoir le temps de la revoir, est-ce qu'on va l'avoir, l'anxiété de la perte, c'est-à-dire, et donc, voilà, donc les émotions, mais ces espaces, enfin,
Moi, je l'ai fait travailler là-dessus parce que ce que je reprends à Arlie-Hochschild, la notion de travail émotionnel, c'est que je pense que c'est des choses qui ne sont pas du tout captées par les plateformes numériques et c'est tant mieux. C'est justement ceux qui échappent en grande partie aux plateformes, qu'elles ne peuvent pas calculer, récupérer, etc. Mais qui, de ce fait aussi, sont moins visibles aux yeux des usagers, des utilisateurs eux-mêmes, alors que c'est leur moteur. Donc, je ne sais pas si c'est que la joie qui est le moteur des êtres humains, mais en tout cas, leur rapport à leurs émotions, oui, ça fait partie, joyeuse ou anxieuse, ça fait partie de leur moteur. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Samuel? Voudrais-tu intervenir également? Tu as été proche de la recherche qui a été faite par Aurélie également dans le projet sur la cartographie des controverses. Donc, Oui, alors moi peut-être, alors merci hein, Sophie, merci beaucoup. Et puis merci aussi aux commentaires parce que je pense qu'ils sont aussi très éclairants par rapport au séminaire et au fait que les choses sont très très liées, parce que je pense aussi à l'analyse qui avait été faite du discours de Zemmour la semaine dernière et où on retrouve toute la complexité finalement des messages qui sont véhiculés et comment il est difficile pour les individus finalement d'exercer leur réflexivité et leur esprit critique. Et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ta présentation, Sophie, c'est finalement les méthodes pédagogiques et cette idée d'une certaine manière que finalement, ce qu'ont surtout besoin les élèves et puis les étudiants, c'est une forme de médiation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser seuls face à ce docudrama ou face au discours de Zemmour ou face à ces informations qui sont tellement complexes qu'on a du mal à tout discerner, mais qu'ils ont besoin d'une médiation. Et du coup, j'aurais une question autour de cette médiation qui tend à comment, à l'apprentissage de l'esprit critique et sur ton avis sur les âges où c'est possible et surtout sur ce qu'on pourrait envisager comme étude longitudinale sur comment ces élèves et ces étudiants, au fur et à mesure de leurs apprentissages, vont effectivement acquérir un esprit critique ou pas. Merci Samuel pour cette question. C'est vrai que j'essaye, parce que comme je fais beaucoup de recherches sur les pratiques numériques des adolescents numériques ou médiatiques, du coup, je le fais souvent dans des contextes scolaires aussi, pas seulement à l'université. Et du coup, j'essaye quand même qu'il y ait un donnant-donnant, c'est-à-dire que ça ne soit pas que de l'exploration et du focus group, mais qu'il y ait aussi une dimension un peu d'éducation aux médias, et je teste différentes techniques. Parmi les techniques, je vous ai parlé du débat, hein, mais un débat structuré, pas un débat spontané, un débat structuré autour de positions, avec en gros des pour, des contre. Il faut que ça soit quand même à peu près intelligent, et puis des étudiants qui font la synthèse, et puis des étudiants qui introduisent aussi la problématique, le débat. Une autre technique que j'ai employée à la fois avec des étudiants et des lycéens, c'est la technique des hypothèses. C'est-à-dire, par exemple, quand j'ai fait travailler sur des émissions de télé-réalité qui sont aussi extrêmement, qui ont un pouvoir de fascination, on va dire, assez fort, je leur propose des hypothèses de travail pour, tu vois, quand tu parles de l'accompagnement, de la médiation, je leur propose des hypothèses de recherche. C'est-à-dire, je ne leur demande pas, je considère qu'à partir du master, c'est déjà bien s'ils arrivent à construire leurs hypothèses, mais avant, je leur propose des hypothèses de recherche. La télé-réalité construit un ordre social inégalitaire, par exemple, et je leur demande de tester ça. Et ils peuvent dire que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ils peuvent. Mais le fait de leur donner des hypothèses, des textes sur lesquels ils peuvent s'appuyer, je trouve que ça les aide énormément, et sachant que c'est très compliqué aussi, hein. Le drama de Orlovsky, c'est pas hyper compliqué. Enfin, si, c'est toujours très compliqué
face à la puissance de l'image et à la puissance de messages qui sont extrêmement cohérents, répétitifs, qui s'appuient sur un grand nombre d'effets, de réels, de simplification, etc. C'est toujours très compliqué quand même d'arriver à ouvrir au moins une brèche sur autre chose, hein, voilà. Ensuite, la question, Samuel, que tu poses sur la progressivité, je la trouve extrêmement difficile, en fait. Tu vois, c'est pas pour dire, mais les étudiantes qui sont venues avec moi dans les classes de seconde et de terminale étaient un peu scotchées par la pertinence des remarques des élèves, tu vois. Et parfois, ça me pose des questions sur... voilà. Et alors, Donc, du coup, si je peux continuer pour un peu enchaîner, est-ce que tu sais s'il y a des études qui sont faites sur les plus vieux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur, je ne sais pas moi, l'esprit critique d'une population plus âgée, voire des choses très, très ciblées, par exemple, je ne sais pas, moi, j'avais en tête, quand tu parlais là, est-ce que ce type d'études pourrait être mené chez les députés, par exemple? Et est-ce qu'on pourrait comment en apprendre finalement beaucoup sur où en est l'esprit critique, non plus uniquement chez les adolescents et les enfants, mais aussi chez les plus âgés, quoi. Députés, membres d'un jury d'assises, enfin voilà. Est-ce que tu sais s'il y a des choses qui sont faites, voire des maisons de retraite? écoute, les études de sociologie des médias, les grandes études, elles ont été faites sur des adultes, hein, pas Ouais. spécialement sur des enfants. Et donc, on voit le poids des filtres culturels, hein, les approches en sémiotique sociale, elles sont assez importantes, mais, et puis qu'on peut combiner avec aussi des approches plus sociologiques en termes de milieu social. Comment dire, Ouais. oui, ça compte énormément. Et alors ensuite, voilà, sur les députés, je ne sais pas comment, tu vois, ensuite, c'est la question de la faisabilité, Ouais. mais pourquoi pas, voilà. Donc, sur les députés, les sénateurs, ça n'existe pas à ma connaissance, mais sinon, toutes les grandes études, je ne sais pas, de Yann Eng, les études de Dayan, de Katz, Eliou et Katz et Dayan, etc., elles portent bien sur des adultes, hein, et ça, c'est faisable, ça, on peut le voir. Mais si tu veux, est-ce qu'on a besoin de faire ça quand tu vois que la plupart des critiques de télévision ont encensé ce documentaire sans forcément se poser des questions ni sur l'origine de Tristan Harris, ni sa place, ni ce que c'est que le Center Human of Technology, ni, tu vois. Voilà. Alors, on va dire, ils vont vite, ils ont des a priori, mais bon. Merci. Alors, merci beaucoup, Sophie, donc, pour toute cette présentation qui a suscité encore une fois des questions fort intéressantes. Est-ce que, Sylvie, tu aimerais intervenir également? Il y a Michel Labour qui se tient dans un petit coin également. Donc, est-ce que vous avez des commentaires particuliers à faire? Oui, moi, je veux bien prendre la parole. Je n'ai pas beaucoup de voix parce que je suis très, très malade. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez convenablement, mais voilà, pardon pour la voix. Merci pour cette présentation, Sophie. C'était passionnant. En effet, je pense que ça fait le lien avec beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans le séminaire, autour des émotions, autour de la réception, autour de tout un tas de problématiques. Moi, j'aurais peut-être plutôt un commentaire pour poursuivre ce qui vient juste de se dire. C'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur les enfants parce qu'il y a la mise en place de ces dispositifs d'éducation aux médias et à l'information qui sont maintenant obligatoires en France, en tout cas, et qu'une des faiblesses de ce genre de dispositif, c'est de couper l'enfant ou le jeune de son environnement permanent, c'est-à-dire de faire comme si la famille n'existait pas, comme si le groupe d'amis n'existait pas. Et je pense que des études beaucoup plus
holistiques qui prennent en compte l'ensemble des dimensions des comportements sur les réseaux sociaux, par exemple, seraient beaucoup plus productives. D'ailleurs, j'ai noté dans la présentation un moment où vous disiez oui, non, mais on a l'impression qu'ils adhèrent, mais en fait, en réalité, il y a une distance et l'adhésion n'est pas là. On pense qu'elle y est, mais elle n'y est pas. Et donc là, je pense que méthodologiquement, il y a vraiment des choses à creuser de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, bah, je suis tout à fait d'accord sur le poids des médiations parentales, des décisions parentales, des discours qui sont tenus par les parents à la fois sur les réseaux sociaux numériques, les contenus médiatiques, l'habitude même de parler qui change tout, qui est plus répandu dans les milieux. Bah, c'est compliqué. C'est à la fois plus répandu dans les milieux favorisés. En même temps, on sait qu'il y a une plus grande proximité quand même aussi des parents dans les milieux populaires. Donc, c'est complexe. Donc là-dessus, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Et excusez-moi, sur la deuxième partie de votre question. Alors ensuite, comment est-ce qu'on peut prendre en compte cela dans l'EMI? Voilà, c'est C'était plutôt comment on peut inventer des méthodologies pour avoir en même temps une approche holistique et être en capacité de discerner la distance. Ah oui. Voilà, parce qu'il peut y avoir un semblant d'adhésion. Vous avez dit qu'il y avait 4 items pour vous. Il peut y avoir une apparence d'adhésion, mais en réalité une critique profonde. Et est-ce qu'on a les outils pour détecter ça? Alors, apparence d'adhésion critique profonde, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'adhésion sur le moment, c'est ce que j'ai appelé l'adhésion croyance, c'est très répandu. Et effectivement, ça n'empêche pas qu'une fois que le spectacle est fini, on puisse le critiquer. Donc ça. Ensuite, il y a différents niveaux d'adhésion. Moi, j'ai proposé la notion d'adhésion dissociation à partir notamment des joueurs de jeux vidéo. Parce que ce qui me frappe, c'est comment les joueurs les plus intenses de jeux vidéo, quand on les place en face de scénarios et qu'on leur demande d'en parler, d'expliquer, etc., en fait, il y a une très grande difficulté à prendre de la distance. Non, oui. Mais il y a une grande difficulté à l'analyser. Mais par contre, ils disent tous, je sais bien que ce n'est pas la réalité. Donc, il y a une adhésion-dissociation, au sens où quand on est dans le jeu, on accepte des règles qui peuvent être totalement immorales, etc., sans se poser de questions. Donc, c'est là où c'est adhésion pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de capacité à analyser. Mais par contre, dissociation, c'est-à-dire, je sais bien que, évidemment, qu'on fait pas ça, voilà, ça tombe sous le sens qu'on ne va pas agir de cette manière en dehors du jeu. Donc, ça ne produit pas de critique, en fait, mais ça ne produit pas non plus, voilà, ça produit, voilà. Il y a cette dissociation qui est une capacité humaine. Et puis, il y a d'autres formes d'adhésion qui peuvent être plus problématiques. Donc, voilà, selon la nature des images, moi, j'ai pu parler d'adhésion-sidération par rapport à certaines images extrêmement violentes qui vont couper la pensée. Donc, c'est des choses que j'ai aussi travaillé un peu avec des psychologues. Et puis, l'adhésion jouissance, c'est-à-dire voilà, un plaisir. Tout à l'heure, on parlait des plaisirs. Il y a aussi un plaisir à voir des images très violentes. C'est pour moi, d'ailleurs, une des choses qui fait qu'on devrait se méfier un peu des discours hyper excités et violents pour faire de l'éducation, parce qu'en fait, ça crée autant de fascination, quel que soit l'objet, que ce soit à propos de la drogue ou à propos des réseaux sociaux. Ça produit aussi une espèce d'excitation émotionnelle qui ne va pas du tout dans le sens de l'analyse critique. Et puis, voilà. Et puis d'autres formes qui voilà, que j'ai appelées adhésion rationalisation, qui sont plus un peu du côté de la radicalisation, c'est-à-dire le fait qu'on va justifier. Ce n'est pas seulement qu'on va prendre plaisir à des formes de violence, mais quelles qu'elles soient, c'est qu'on va les justifier et qu'on va, voilà. Et donc, ces formes d'adhésion-là, je dirais, à part l'adhésion croyance,
ces formes d'adhésion-là, elles sont assez antinomiques avec la posture critique ou analytique. Mais l'adhésion-croyance, effectivement, c'est un peu ce que chacun de nous peut ressentir quand on regarde un film et qu'on est bien dedans, en fait, hein, donc, ou qu'on suit le récit. Mais ensuite, voilà, qu'est-ce qui va en rester ça peut être... Donc ça, c'est une grille voilà, qu'on peut éventuellement utiliser et partager aussi avec les étudiants ou les élèves pour se situer voilà. Même si tout n'est pas, voilà, dès qu'on est sur l'adhésion, l'autonomie, etc., forcément, ça peut pas toujours consensuel hein, aussi, ça c'est sûr. Alors, merci. Donc, cette question de l'adhésion nous ramène justement à la question des frontières de la fiction, encore une fois, hein, lorsqu'on a toujours la question de la suspension volontaire, de l'incroyance, le mécanisme d'entrée en fiction qu'on connaît bien, et comment on peut justement, finalement, nous tous adhérer à une fiction, la plus incroyable soit-elle, par plaisir, en fait. Jean-Marc parlait de la joie. Il y a un plaisir énorme à se laisser aller dans une fiction, quelle qu'elle soit amenée par le cinéma, qu'elle soit amenée par le jeu vidéo. Mais la question est de savoir justement comment va fonctionner l'esprit critique dans ce sens. Et je pense que le concept d'adhésion pour nous et de croyance revient à beaucoup d'interventions qu'il y a eu jusqu'à présent dans le séminaire. Alors, écoutez, je pense qu'on va clore très bientôt la séance. D'habitude, on a toujours 2 intervenants, donc vous nous avez très bien alimenté, Sophie, de ces réflexions. Pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de vous partager, en fait, une lecture de presque vacances, en fait, du temps des fêtes, que j'ai trouvé au Furet à Lille quand j'y étais il y a quelques semaines. Très, très intéressant. Donc, le titre, c'est Q comme complot, comment les fantasmes de complot défendent le système. Donc, je pense que ça va très bien dans ce que vous nous dites aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'a fasciné dans ce roman, et c'est aussi pour ça que bon, évidemment, la question des fantasmes de complot m'ont intéressée, c'est que, en fait, j'avais déjà acheté 7 autres livres. Et vous voyez le Q dans les 2 cas sur le titre du livre qui m'avait absolument fasciné, que j'avais lu l'année dernière, en décembre, pendant mes vacances, qui est celui-ci, un roman qui a été fait par un groupe qui s'est appelé Luther Blissett. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un groupe italien qui ont en fait utilisé les techniques des ARG pour écrire. Alors, donc je vous lis le résumé. Le talent des 4 auteurs mystérieusement dissimulé derrière le pseudonyme de Luther Blissett. Vous voyez tous les codes du langage, finalement, des sectes, a été reconnu donc par d'innombrables lecteurs, donc, qui ont fait de ce livre un nouveau classique du roman d'aventure, publié dans 30 pays. Ce fut le dernier acte de ce collectif subversif qui a disparu de la scène littéraire pour renaître sous le nom de Wuming, sans nom en chinois mandarin. Alors, moi, ça m'avait fasciné de voir la description. Donc, nous sommes dans le registre de la littérature d'un groupe anonyme italien qui utilise la lettre Q pour faire ce roman, donc qui date d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années quand même. Et un auteur de ce groupe, donc s'est renommé lui-même Wuming 1. Donc, il n'y a pas d'auteur, sinon Wuming 1, Wuming 2, Wuming 3, si vous faites des... Et puis, donc, évidemment, la lettre Q m'a encore interpellée fortement quand on pense à Canon, quand on pense à la conférence de Fabien que tu nous avais fait sur le 6 janvier 2021. Le temps passe tellement vite que, donc, la mouvance de Canon, et c'est assez fascinant parce que, justement, c'est une position de critique de la critique, d'une certaine façon. Donc, un mouvement de gauche qui a utilisé les ARG, donc les jeux de réalité alternée, pour lui-même dénoncer de façon fictionnelle jouer sur les notions de secte et tout. Et les auteurs, à un moment donné dans le roman, se demandent si les gens de la mouvance de Canon aux États-Unis ne se seraient pas inspirés de leur roman portant avec la lettre Q notamment, donc de ce roman qui avait la lettre Q, personnage principal de roman du 15e siècle, pour partir eux-mêmes
tout ce qui se passe autour du phénomène de Canon. Et j'amène ça évidemment pour Fabien. Je pense que ça va t'intéresser beaucoup. Et il y a un chapitre aussi qui nous amène vers les magiciens. J'ai trouvé ça assez étonnant. Donc, une dénonciation des complots en montrant comment Canon, par exemple, qui est le complot d'extrême droite, le fantasme de complot d'extrême droite le plus exemplaire aux États-Unis, utilise finalement les mêmes ressources qui ont été utilisées dans les jeux vidéo et par la gauche, donc dans des collectifs où on s'est beaucoup amusé à la question de jouer avec la véracité, avec la notion de vérité et comment, encore une fois, les approches de gauche viennent se mélanger avec les approches de l'extrême droite dans une espèce d'ouroboros sans fin qu'on voit dans les médias actuellement. Alors, c'est un roman que je vous recommande fortement, très intéressant, par un collectif italien. Voilà. Alors, donc, après ce petit aparté, nous allons terminer maintenant notre toute dernière séance de l'année. On a été, je pense qu'on a fait un chemin, encore une fois, extrêmement intéressant pendant cette session. Je rappelle à tous que Gabriel met religieusement en ligne dans notre séminaire, dans notre site Arcane, les conférences. Elle va demander d'ailleurs un droit pour la diffusion, Sophie. Et puis, et nous sommes encore une fois, et j'ai bien hâte de voir ce que Samuel va nous produire, évidemment, dans tout le dispositif éditorial qu'on voudrait. Et on voit que la matière du séminaire s'enrichit d'année en année. On en est à la 3e édition. Et nous allons éditer tous ces contenus dans un dispositif qu'on travaille, qui est expérimental et qu'on travaille actuellement. Alors, et évidemment, j'en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes à tous. Et évidemment, on se donne rendez-vous l'an prochain parce qu'on va certainement faire une édition du séminaire supplémentaire, la 4e pour 2023. Donc, merci à tous. Alors, écoutez, je vous dis tous à l'an prochain. Passez des bonnes fêtes avec vos familles, pas trop de jeux vidéo. Et puis, merci, vraiment un grand merci à tous.